Mon chemin d'infirmière, je l'ai choisi après une désillusion amère. L'héritage familial, supposé nous unir, fut en réalité une discorde. Une part de moi s'est brisée quand cette fortune, des millions, a corrompu ceux que j'aimais. Une promesse brisée. Un gouffre financier. Cette nuit-là, en voyant Émilie, j'ai compris que certaines trahisons ne s'effacent jamais, mais qu'on peut toujours penser d'autres plaies. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Charlotte Dubois. J'ai 35 ans cette année. J'ai toujours cru qu'il suffirait d'élever un enfant pour ne rien regretter de cette vie. Mais un jour, j'ai réalisé qu'il y a des choses, qui, même données sans compter, ne vous seront jamais rendues. La nuit où tout a basculé, était un vendredi, une de ces soirées où les urgences de l'hôpital Sainte-Marguerite, notre grand hôpital en plein cœur de la ville, débordent. J'étais infirmière, cela faisait près de 14 heures que j'étais debout, les pieds me brûlaient. Je signais ma dernière fiche, prête à retrouver le silence de mon appartement, quand le fracas des portes coulissantes, malgré le vacarme habituel, a déchiré l'air. Puis, il y a eu ce son. Un sanglot d'enfant. Aigu. Désespéré. Mon cœur a fait un bond. Je me suis retourné. Une petite silhouette, à peine plus haute que ma taille, chancelait dans l'encadrement de la porte. Une fillette, pas plus de 6 ans. Ses petits bras s'agrippaient à son ventre. Un ventre étrangement distendu. Ses cheveux blonds pendaient en mèches emmêlées, son visage était strié de larmes et de saleté. Et le plus alarmant? Elle était seule. Complètement seule. Oh mon Dieu! J'ai murmuré, m'élançant. Mes muscles fatigués, mes douleurs, tout a disparu. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Ma puce, où sont tes parents? Ses yeux bleus, immenses de terreur, se sont posés sur les miens. Elle a tremblé. Il y a quelque chose qui bouge, docteur. Sa petite voix, à peine audible, était empreinte d'une panique profonde. Aidez-moi, s'il vous plaît. Chaque professionnel de santé à portée de voix s'est figé. Un frisson a parcouru la salle d'urgence. J'ai posé ma main sur sa petite épaule, remarquant comment son manteau usé flottait autour de son corps si menu, sauf là, autour de son abdomen gonflé. Mon nom est Charlotte. Je suis infirmière. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Émilie, a-t-elle murmuré, grimaçant en se déplaçant. Émilie Lefebvre. Le docteur Mercier, le pédiatre de garde, s'est approché lentement, son visage soigneusement composé pour masquer son inquiétude. Bonjour, Émilie. Ça te dérangerait si on regardait un peu ton ventre? Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe pour t'aider à te sentir mieux. Émilie a hoché la tête avec hésitation, ses bras toujours protecteurs autour de son ventre. En l'aidant à s'installer sur une civière, j'ai remarqué d'autres signes inquiétants, sa pâleur, la matité de ses cheveux, la saleté sous ses ongles. Émilie, y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? Ta maman ou ton papa? Quelqu'un qui s'occupe de toi? J'ai demandé doucement. Tati Eliane s'occupe de moi maintenant, a-t-elle dit, sa voix si petite. Mais elle travaille ce soir. Elle travaille toujours la nuit. J'ai échangé un regard avec le docteur Mercier. C'était bien plus qu'une simple urgence médicale. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, a soudainement chuchoté Émilie, ses yeux s'agrandissant d'une peur renouvelée. Je le sens la nuit, ça bouge dans mon ventre. Le masque professionnel du docteur Mercier a glissé un instant avant qu'il ne se reprenne. Nous allons comprendre ce qui se passe, Émilie. Je te le promets. Alors que nous la conduisions vers une salle d'examen, j'ai remarqué ses chaussures, presque trouées à la semelle, au moins une taille trop petite, avec des lacets noués maladroitement. Le manteau qu'elle portait avait des fils de couleurs différentes là où quelqu'un avait tenté de réparer des déchirures. Comment es-tu venue à l'hôpital, Émilie? J'ai demandé, réalisant que l'enfant avait fait ce chemin seul. J'ai marché, a dit Émilie simplement.
Personne ne m'écoute quand je parle de mon ventre. Personne ne m'entend à la maison. Ces mots innocents. Ils portaient un poids qui s'est déposé lourdement dans ma poitrine. Ils ont réveillé en moi un écho lointain, celui d'une autre vie, d'une autre petite fille que personne n'avait écoutée à temps. Sarah. Ma sœur. 20 ans plus tôt. Une maladie rare, une maladie invisible. Des symptômes qui avaient été ignorés, minimisés. Le temps, ce bourreau silencieux, nous l'avait arraché. En regardant Émilie, si frêle, si seule, ma gorge s'est serrée. Je me suis fait une promesse silencieuse. Cet enfant-là, elle serait entendue. Quelles que soient les circonstances qui l'avaient amenée, seule, aux urgences, par cette froide nuit de vendredi, je ne serais pas une autre adulte à ne pas l'écouter. L'histoire ne se répéterait pas. Non. Pas avec Émilie. Émilie installée sur la table d'examen, me regardait. Ses yeux. Ses yeux bleus perçants. Elle a chuchoté à nouveau, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Et la nuit, je le sens bouger. Ce n'était pas un cri, mais un aveu. Un aveu qui, je le savais, allait nous hanter. L'hôpital s'est mis en branle autour de la petite Émilie. Le docteur Mercier a doucement examiné son abdomen distendu pendant que je prenais ses signes vitaux. Son petit cœur battait la chamade. Sa température était légèrement élevée. Quand les doigts du docteur ont appuyé légèrement près de son bas-ventre, Émilie a gémi et s'est détournée. « Ça fait plus mal là », a-t-elle chuchoté. « C'est là que ça bouge le plus. » Le docteur Mercier a maintenu son calme professionnel, mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Il a reculé et a noté plusieurs ordonnances sur le dossier d'Émilie. « Nous avons besoin d'une prise de sang, et je commande une échographie tout de suite », m'a-t-il dit doucement. « Et appelez les services sociaux. Nous devons localiser sa tutrice immédiatement. » Pendant qu'un technicien prélevait le sang d'Émilie, je me suis assise à côté d'elle, tenant sa petite main. Elle était si petite, si fragile. « Émilie, peux-tu me parler de ta maison? Où vis-tu avec ta tati Eliane ?» Les yeux d'Émilie ont dérivé vers les dalles du plafond. « Dans le bâtiment bleu, près des rails. Notre appartement, il est au 3e étage, mais l'ascenseur ne fonctionne plus. Le plancher a des trous à certains endroits, et les lumières ne s'allument pas toujours. Des trous dans le plancher. L'ascenseur en panne. Des lumières défaillantes. Chaque mot peignait un tableau de désolation. Et la nourriture? Que as-tu mangé aujourd'hui? » Émilie a réfléchi un instant. Quelques crackers de la boîte. Et j'ai trouvé une pomme dans mon cartable, du déjeuner d'hier. Des crackers. Une pomme de la veille. J'ai lutté pour garder mon expression neutre. Ce n'était pas seulement la faim, c'était la chronicité du manque qui me serrait la gorge. Et ton lit? Est-il confortable? J'ai entendu ma propre sœur, Isabelle, parler de mon héritage comme si j'étais déjà mort, orchestrant la prise de contrôle de mon entreprise florissante, fruit de 20 ans de labeur. Des millions d'euros étaient en jeu. Cette voix, celle de ma chair, était gorgée de cupidité, non de chagrin. Une froide détermination à s'accaparer ce qui m'appartenait, alors que j'étais incapable de bouger. Ce que j'ai entendu à l'intérieur a détruit et changé mon monde pour toujours. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Étienne. J'ai la soixantaine passée. J'ai longtemps cru qu'il suffisait d'élever ses enfants, de bâtir sa vie, pour n'avoir plus rien à regretter. Mais un jour, j'ai réalisé que certaines choses, on ne les reçoit pas en retour, juste parce qu'on les a données. Ce jour-là, le 23 mars, le soleil de la Côte d'Azur s'était déjà couché, laissant les rues de Saint-Tropez glissantes sous une pluie tropicale fine, mais tenace. Ma voiture, une berline allemande flambant neuve, a dérapé sans crier gare sur la promenade des Anglais. Je me souviens d'un instant, le métal qui se tord, un bruit assourdissant, puis le silence. Un silence lourd, profond, qui a tout englouti. Quand j'ai ouvert les yeux,
9 mois plus tard, le monde avait continué de tourner. Mais ce que j'ai découvert, là, allongé dans cette chambre d'hôpital, a tout changé. Les premiers jours, après l'accident, ma chambre à l'hôpital privé de Nice ressemblait à un salon mondain. Des bouquets de roses blanches, d'orchidées mauves, de lys jaunes, ils s'entassaient dans chaque recoin, masquant l'odeur âcre des désinfectants. Des hommes en costumes coûteux, aux parfums importés, défilaient dans le couloir, murmurant leurs préoccupations. Des partenaires commerciaux, des investisseurs, des amis de longue date, tous affichaient une sollicitude débordante. Leur rire était feutré, leurs larmes parfois, semblaient répétées, comme un numéro de théâtre. Ma sœur, Isabelle, était la maîtresse de cérémonie de ce ballet social. Élégante dans son tailleur noir impeccable, elle circulait avec l'aisance d'une hôtesse, remerciant les visiteurs, acceptant les condoléances. Sa voix, empreinte d'une autorité naturelle, résonnait à travers les murs, organisant les fleurs, répondant aux appels lointains. Elle tenait à ce que chacun sache qu'elle était ma sœur, ma seule famille proche, la personne la plus importante dans ma vie. Elle était mon ombre, mon reflet, ma gardienne. Pourtant, au milieu de cette agitation, je n'étais qu'un corps immobile, branché à des machines, un problème administratif à résoudre, comme je l'ai appris plus tard. Les conversations tournaient autour de l'avenir de mon entreprise, de mes actifs, de qui prendrait les rênes. On parlait de moi comme si j'étais déjà un souvenir, un chapitre clos. Dans le couloir, j'ai appris plus tard, se tenait une autre figure. Une silhouette discrète, presque invisible. Solange. Mon ex-femme. Elle n'entrait jamais. Elle se contentait de regarder de loin, comme un fantôme de mon passé, observant le défilé des opportunistes. J'ai appris que les fleurs, si abondantes au début, ont commencé à faner sans être remplacées. Les visites, d'abord interminables, se sont espacées. Les excuses, toujours parfaitement répétées ou une réunion urgente à Marseille, un voyage d'affaires inévitable sont devenus de plus en plus fréquentes. Le couloir, autrefois bondé, s'est vidé. Le silence s'est fait lourd. Madame Dubois, une infirmière aux yeux doux et au regard empreint d'une profonde sagesse, m'a raconté plus tard des bribes de ses jours. Elle a chuchoté à une jeune collègue, un soir, alors qu'elle pensait être seule, « Ah, ma petite, j'ai vu ça tant de fois. Les gens aiment le pouvoir et l'argent, pas les personnes. Quand quelqu'un tombe, ils courent tous pour sauver leur propre peau. » Je ne savais pas alors, mais cette observation, si juste, résonnait déjà dans l'ombre de ma chambre, attendant mon éveil pour se révéler dans toute son amertume. Après ces premiers jours d'observation silencieuse depuis les limbes de mon coma, quand les lumières des faux-semblants ont commencé à s'éteindre autour de moi, Solange est rentrée chez elle. Je ne le savais pas alors, mais je l'imagine. Elle est rentrée dans son petit appartement d'Aulnay-sous-Bois, là où elle avait reconstruit sa vie. Son cœur était lourd, cela, j'en suis certain. L'image de mon corps inerte, les tubes, les machines, ont dû la hanter. Assise sur son vieux canapé usé, devant la télévision qui diffusait des nouvelles indifférentes, son esprit s'est mis à vagabonder. Les souvenirs, ah, les souvenirs. Ils sont revenus, non pas comme un flot violent, mais comme une mélodie douce amère, chaque note ravivant un instant précieux de notre jeunesse. C'était bien avant la fortune, avant les costumes taillés sur mesure, avant les soucis d'une entreprise à plusieurs millions d'euros. Je la revois, étudiante en musique à l'université Côte d'Azur, le nez plongé dans ses partitions de piano. Moi, Étienne, un jeune étudiant en administration, un peu maladroit, le portefeuille souvent vide mais la tête pleine de rêves. Nous nous sommes rencontrés à la cafétéria du campus. J'ai renversé mon café sur ses précieux papiers, une symphonie de Bach trempée. Elle a levé les yeux, d'abord irritée, puis a éclaté de rire devant mon embarras. C'était le début. Le début de tout. De ces excuses balbutiantes ont jailli des heures de conversation. Nous parlions de tout et de rien, partageant un simple croque-monsieur sur le pouce, ou une crêpe au sucre sur un banc de Montmartre. Nos promenades dans les ruelles pavées de Paris, nos premiers baisers volés sous les lumières de la ville lumière. C'était une époque où nous n'avions rien, mais nous nous sentions les plus riches du monde.
Je me souviens d'un soir, sur la côte de Bretagne. Le ciel était chargé de nuages, mais les étoiles perçaient parfois. Nous marchions pieds nus sur le sable humide, parlant de nos rêves d'avenir. Il a commencé à pleuvoir, une pluie fine, douce, qui effleurait la peau comme une caresse. J'ai pris sa main, et nous avons dansé. Sans musique, juste le bruit des vagues et la pluie comme mélodie. J'ai arrêté de danser, les regarder droit dans les yeux, avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Solange, lui avais-je dit, le cœur battant, je n'ai pas de bague précieuse, ni de plan parfait, mais je sais que je veux passer le reste de ma vie à danser sous la pluie avec toi. Veux-tu m'épouser? Elle n'a pas hésité. Son « oui » est sorti naturellement, comme une respiration. 1000 fois oui. Nous nous sommes embrassés sous la pluie, scellant une promesse que nous pensions éternelle. Je dors sur un matelas à même le sol, a dit Émilie, d'un ton neutre. Parfois, il est mouillé quand il pleut fort parce que le plafond goutte. Le plafond goutte. Chaque réponse d'Émilie brossait un tableau plus clair de sa vie. Un tableau qui me brisait le cœur. Ce n'était pas seulement un mystère médical. C'était un enfant en train de glisser entre les mailles du filet de la société. Quand Émilie s'est assoupie un instant, épuisée, je suis sorti vers le poste des infirmières où Nancy Bernard, l'assistante sociale de garde, venait d'arriver. Nous avons essayé d'appeler le numéro de la tante figurant dans les anciens dossiers d'Émilie, mais il est déconnecté, lui ai-je expliqué. L'adresse que nous avons ne semble plus exister. Et les dossiers scolaires, a demandé Nancy. Nous attendons qu'il nous rappelle. C'est vendredi soir, tout est plus lent que nous le voudrions. Nous avons toutes les deux regardé par la fenêtre la petite fille endormie. Son ventre distendu semblait encore plus prononcé alors qu'elle était couchée sur le côté, recroquevillée sur elle-même. Que pense le docteur Mercier, a demandé Nancy doucement. J'ai hésité. Il a ordonné une batterie complète de tests. Les possibilités sont préoccupantes. Nous savions toutes les deux ce qui restait tu. Les scénarios les plus sombres que personne ne voulait prononcer à voix haute. Émilie s'est réveillée. Elle semblait momentanément confuse quant à l'endroit où elle se trouvait. Puis sa main est immédiatement allée à son estomac, vérifiant s'il était toujours gonflé. C'est toujours là, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je pensais que c'était un mauvais rêve. La technicienne en échographie est arrivée avec sa machine portable. Je lui ai expliqué que nous allions prendre des photos de son ventre pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Alors que la technicienne étalait le gel froid sur l'abdomen d'Émilie, la petite fille a soudainement saisi ma main avec une force surprenante. Mais est-ce que ça va montrer les choses qui bougent, a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés de peur. Mais est-ce qu'on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi? L'expression de la technicienne est restée professionnelle, mais ses mains se sont figées un instant. Nous pourrons voir ce qui cause ta douleur au ventre, a-t-elle répondu avec prudence. Alors que la sonde se déplaçait sur l'abdomen d'Émilie, le front de la technicienne s'est plissé. Elle a ajusté les réglages, a changé d'angle, et s'est finalement excusée pour consulter le docteur Mercier. Restée seule avec moi, Émilie a sorti un morceau de papier plié de sa poche. Un dessin. Une petite fille avec un énorme ventre rond. À l'intérieur du cercle, des lignes ondulées qui ressemblaient à des vers ou à des serpents. C'est moi, a expliqué Émilie. Et ce sont les choses que je sens bouger. Tu crois qu'elles vont sortir de moi? J'ai dégluti avec difficulté, cherchant les mots justes. Avant que je puisse répondre, ses yeux bleus se sont posés sur les miens. Tati Eliane dit que j'imagine des choses, mais toi, tu me crois, n'est-ce pas? Tu m'entends quand je parle. Je l'ai tenue. Je l'ai écoutée. Elle avait mis ses peurs sur papier, avec la seule innocence qu'une enfant de 6 ans pouvait exprimer. Et ses peurs. Elles étaient bien réelles. Le docteur Mercier a étudié les images de l'échographie avec une intense concentration. Les ombres noires et blanches sur l'écran montraient l'abdomen distendu d'Émilie, mais les images étaient difficiles à interpréter. Des zones floues là où la clarté devrait être, des motifs inhabituels qui ne correspondaient pas aux exemples des manuels.
Je n'ai jamais vu des lectures comme celle-ci, a admis la technicienne en échographie. Il y a un épanchement liquidien significatif, mais aussi ces masses sombres dans tout son tractus intestinal. Et regardez ce mouvement ici. Le docteur Mercier s'est penché. Cela pourrait être une augmentation du péristaltisme, mais cela n'expliquerait pas tout ce que nous voyons. Dans le couloir, leur voix feutrée portait juste assez pour que Jean saisisse des fragments. Non concluant, besoin d'une imagerie plus spécialisée, présentation préoccupante. À l'intérieur de la salle d'examen, j'essayais de calmer Émilie avec des crayons de couleur et du papier. La petite fille avait fait plusieurs autres dessins, son immeuble d'appartement avec la pluie s'infiltrant par le toit, une femme aux yeux fatigués devant une caisse enregistreuse, et des dessins plus troublants de son propre corps avec un énorme ventre rond. « C'est ta Tati Eliane ?» J'ai demandé, désignant la femme à l'air fatigué. Émilie a hoché la tête. Elle travaille à l'épicerie la nuit et elle nettoie des bureaux le matin, et parfois elle livre de la nourriture. Ses petits doigts ont tracé le visage froncé de la silhouette. Maman est allée au ciel il y a 4 mois. C'est là que je suis allé vivre avec Tati Eliane. Mon cœur s'est serré. Je suis tellement désolé pour ta maman, Émilie. Tati Eliane essaie d'être gentille, mais elle est toujours fatiguée, a continué Émilie, choisissant un crayon gris pour assombrir les ombres sous les yeux de la silhouette. Parfois, elle pleure quand elle pense que je dors. J'ai observé Émilie retourner à son dessin de son estomac distendu, ajoutant plus de lignes ondulées à l'intérieur. Quand ton ventre a-t-il commencé à te faire mal, Émilie? Après la grande pluie. Quand la cave a été inondée, a répondu Émilie sans lever les yeux. Nous avons dû boire de l'eau en bouteille, mais il n'y en avait plus. Tati Eliane a dit que l'eau du robinet était bonne après l'avoir fait bouillir, mais elle avait un drôle de goût. Le docteur Mercier et Nancy sont entrés dans la pièce, leur visage soigneusement composé d'expressions rassurantes. Émilie, tes résultats de test nous disent que tu as quelque chose qui rend ton ventre malade, a expliqué le docteur Mercier, s'asseyant sur un tabouret pour être à sa hauteur. Nous devons faire quelques tests spéciaux supplémentaires pour comprendre exactement ce que c'est. C'est les choses qui bougent, a demandé Émilie directement, brandissant son dessin. Les adultes ont échangé des regards. Il y a des motifs inhabituels que nous devons examiner plus en détail, a dit le docteur Mercier avec prudence. Tu pourrais avoir une infection ou une inflammation qui cause de l'inconfort et fait gonfler ton ventre. Alors que la soirée avançait dans la nuit, d'autres prélèvements sanguins ont été effectués et un scanner a été programmé pour le matin. Nancy a continué d'essayer de localiser Tati Eliane sans succès, appelant l'école d'Émilie et laissant des messages à tous les numéros lointainement liés à la famille. Selon la politique de l'hôpital, Émilie aurait dû être transférée au service pédiatrique sous la supervision des services de protection de l'enfance, mais quelque chose dans le mystère médical et la vulnérabilité de la petite fille m'a fait enfreindre le protocole. Je reste avec elle ce soir, ai-je dit à ma supérieure. Son état nécessite une surveillance constante de toute façon, et elle me fait confiance. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, une petite cérémonie à Nice, avec seulement une quinzaine d'invités, nos parents, quelques amis. Mon costume était simple, sa robe blanche sans marque célèbre lui allait à merveille. Notre lune de miel? 3 jours dans une modeste cabane près de la plage, à nous réveiller au son des mouettes et à l'odeur du sel marin. Ces années-là furent les plus heureuses. Nous vivions dans un petit appartement que nous avions meublé avec des trouvailles de brocante. Je travaillais le jour, étudiais le soir. Elle donnait des cours de piano pour boucler les fins de mois. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout ce qui comptait, des rires partagés, une complicité absolue, des projets communs. Je lui jouais de la guitare pendant qu'elle préparait le dîner, je lui glissais des petits mots d'amour dans son sac. Des souvenirs qui brillaient alors dans son esprit, me racontait-elle, comme des étoiles lointaines. Belles, mais inaccessibles. Les souvenirs de Solange ont glissé vers une époque plus sombre, celle où la lumière entre nous a commencé à vaciller. Mon entreprise de conseil, cette petite graine plantée avec tant de rêves et si peu d'argent, s'était transformée en une corporation florissante. Les contrats se sont mis à pleuvoir, les millions d'euros à affluer.
Une fortune considérable. Une douzaine, 15 millions d'euros, peut-être plus, s'étaient accumulés sur mes comptes. Au début, Solange était fière. Elle célébrait chaque réussite comme la sienne, me soutenait durant les longues nuits de travail, comprenait les dîners annulés pour des réunions urgentes. Mais avec l'argent est arrivée Isabelle. Ma sœur aînée, qui vivait à Lyon depuis des années, a soudainement décidé de revenir sur la Côte d'Azur lorsqu'elle a eu vent de ma réussite. Dès qu'Isabelle a franchi le seuil de notre villa, j'ai senti, Solange l'a senti, qu'une énergie froide s'infiltrait, contrastant avec la chaleur qui avait toujours caractérisé notre foyer. Isabelle était une femme élégante, certes, mais calculatrice. Un sourire parfait, des mots aussi tranchants que des couteaux. Elle est arrivée avec des valises de créateur et une attitude de supériorité qui rabaissait quiconque ne répondait pas à ses standards. Dès le premier jour, elle a clairement fait savoir qu'elle me jugeait, Solange, inadéquate pour mon nouveau statut de millionnaire. Ses commentaires ont commencé par être subtils. « Oh, Solange, tu portes encore des vêtements de cette petite boutique du centre-ville. Avec ce qu'Étienne gagne, tu pourrais t'habiller bien mieux, non ? Ou encore, quelle jolie façon de parler, si simple. » Chaque phrase était enrobée d'un faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids. Solange a essayé de l'ignorer, de maintenir la paix par amour pour moi. Mais Isabelle était persistante, comme une goutte d'eau perçant la pierre. Elle critiquait la façon dont Solange décorait notre maison, la cuisine qu'elle préparait, même sa profession de professeur de piano. « Tu donnes encore des petites leçons aux enfants ? C'est mignon, comme passe-temps, disait-elle d'un ton condescendant, tout en buvant son vin dans son propre verre en cristal qu'elle avait apporté parce que ceux de Solange n'étaient pas appropriés. La tension a monté pendant des mois, comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Et moi ? Aveuglé par un amour fraternel mal placé, et par la culpabilité d'avoir été absent pendant des années à bâtir mon empire, je ne voyais pas ou ne voulais pas voir comment ma sœur traitait ma femme. Chaque fois que Solange tentait de me parler du comportement d'Isabelle, je l'accusais d'être excessive, jalouse de notre relation fraternelle, de ne pas comprendre l'importance de la famille. « L'Isabelle ne veut que notre bien », répétais-je, comme un disque rayé, sans remarquer à quel point ces mots blessaient Solange, plus profondément que n'importe quelle insulte directe. La distance entre nous s'est creusée. Les conversations sont devenues superficielles. Les soirées de complicité ont disparu, remplacées par des silences gênants. Je rentrais tard du travail, dînais ce qu'Isabelle avait commandé au restaurant le plus cher de la Côte d'Azur, et allais me coucher sans même demander à Solange comment s'était passée sa journée. L'explosion finale a eu lieu une nuit d'août. Un dîner de famille dans la villa que j'avais achetée face à la mer. Isabelle avait invité des amis de la haute société, des gens qui parlaient d'investissement et de voyage en Europe, et Solange se sentait complètement à part. Au milieu du dîner, Isabelle a commencé à raconter des anecdotes de mon enfance, des histoires qui peignaient l'image d'une famille parfaite que Solange n'avait jamais connue. Puis, avec toute la méchanceté déguisée en préoccupation, Isabelle a lâché la bombe. « Étienne, mon amour, tu dois penser à ton avenir, à ton héritage. Tu as besoin d'une femme à ta hauteur, quelqu'un qui comprenne le monde dans lequel tu évolues maintenant. Solange est douce, bien sûr, mais soyons honnêtes, elle n'appartient pas à ce niveau. Elle vient d'un quartier modeste. Sa famille n'a ni nom ni fortune. Veux-tu vraiment qu'elle soit la mère de tes enfants ? Qu'elle les élève avec ses coutumes de classe inférieure ? » Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les invités regardaient leurs assiettes, mal à l'aise, tandis que Solange sentait le monde s'arrêter autour d'elle. Elle s'est levée avec dignité, bien qu'à l'intérieur, elle se brisait en mille morceaux. Elle a regardé Isabelle droit dans les yeux et a parlé d'une voix ferme, « Tu as raison sur une chose, Isabelle. Je viens d'un quartier modeste. Ma famille n'a ni le nom, ni l'argent que tu valorises tant. Mais j'ai quelque chose que tu n'auras jamais. Un amour sincère, des valeurs réelles, et la capacité de voir les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils ont. J'ai aimé Étienne quand il n'avait rien, quand nous mangions des crêpes à quelques euros, parce que c'était tout ce que nous pouvions nous offrir, quand sa seule guitare avait des cordes cassées.
Où étais-tu alors? Tu es apparu quand l'argent était là, quand il n'y avait plus rien à sacrifier. Puis elle s'est tournée vers moi, Étienne, attendant que je la défende enfin, que je remette ma sœur à sa place, que je prouve que notre mariage signifiait plus que l'approbation d'Isabelle. Mais je suis resté silencieux. Mon regard était baissé. J'étais pris entre ma loyauté envers ma sœur et l'amour pour ma femme. Mon silence? Mon silence fut plus dévastateur que n'importe quel mot cruel qu'Isabelle aurait pu prononcer. À cet instant, Solange a compris qu'elle m'avait perdu bien avant cette nuit-là, et qu'aucun amour ne pouvait survivre là où il n'y avait ni respect ni défense. Elle est partie de ce dîner la tête haute, mais le cœur en miettes. 3 jours plus tard, elle a fait ses valises. Elle a laissé son alliance sur la table de la salle à manger, avec un mot simple, « Je ne peux pas rester là où je ne suis pas apprécié ». Je ne l'ai pas retenue. Je n'ai pas couru après elle. Je n'ai pas imploré une seconde chance. Plus tard, alors que l'obscurité s'installait sur l'hôpital et que l'équipe de nuit prenait le relais, je me suis assise à côté du lit d'Émilie. La petite fille dormait enfin, bien que son visage tressaille parfois d'inconfort. Dans son sommeil, Émilie semblait encore plus petite et plus vulnérable. Son abdomen distendu se soulevait et s'abaissait à chaque respiration, un contraste troublant avec ses bras et ses jambes minces. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer dans le corps de cet enfant et depuis combien de temps cela se développait avant que quelqu'un ne le remarque. Émilie s'est soudainement réveillée avec un petit cri, ses mains allant immédiatement à son estomac. « Ça bouge encore » a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés de peur. C'est pire la nuit. J'ai tenu sa main. Je suis là, Émilie. Je ne vais nulle part. Les doigts de la petite fille se sont serrés autour des miens. Promets-moi que mon ventre n'explosera pas, a-t-elle demandé, sa voix petite et effrayée. Promets-moi de ne pas me laisser seule avec les choses qui bougent. En regardant ses yeux bleus confiants, j'ai fait une promesse que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir, mais que je me battrais de toutes mes forces pour honorer. Je te le promets, Émilie. Tu n'es plus seule. Mes chers auditeurs des Voix du Cœur, l'histoire d'Émilie commence à peine à se dévoiler. Chaque détail, chaque silence, chaque indice compte. Qu'auriez-vous pensé à la place de Charlotte? Aviez-vous déjà rencontré des situations où les apparences cachaient une réalité bien plus complexe? Partagez vos réflexions en commentaire. Vos histoires nous éclairent, et chaque voix compte. L'aube s'est levée sur l'hôpital, peignant les couloirs d'une douce lumière dorée. Moi, Charlotte, j'avais somnolé sur la chaise à côté du lit d'Émilie. Je me suis réveillé pour trouver une femme âgée en blouse blanche debout dans l'embrasure de la porte, observant l'enfant endormi avec un vif intérêt. C'était le docteur Éléonore Chevalier. Une légende à Sainte-Marguerite. Une pionnière de la médecine, âgée de 70 ans, qui travaillait rarement aux urgences de nos jours, mais conservait ses privilèges de consultante. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon soigné, et ses yeux derrière des lunettes cerclées de fils de fer ne rataient rien. « Vous devez être Charlotte » a-t-elle dit doucement. L'infirmière qui est restée toute la nuit avec notre mystérieuse patiente. J'ai hoché la tête, m'étirant discrètement pour soulager mes muscles raides. Le docteur Mercier m'a demandé de consulter, a expliqué le docteur Chevalier. Il a mentionné des résultats inhabituels à l'échographie et aux analyses de sang. Elle s'est approchée du lit d'Émilie, observant l'abdomen distendu de la fillette avec un œil exercé. Depuis combien de temps présente-t-elle ces symptômes? C'est flou. Elle est arrivée seule hier soir. Nous n'avons pas encore pu joindre sa tutrice. Les sourcils du docteur Chevalier se sont légèrement levés. Arrivée seule, à son âge. Elle a jeté un coup d'œil au dossier d'Émilie, puis à l'enfant endormi. Et qu'est-ce qui l'a amené ici? Quels ont été ses mots exacts? Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide, ai-je répondu, baissant la voix. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans son ventre. Au lieu de l'alarme ou de l'incrédulité que j'avais vue sur les visages des autres professionnels de la santé, l'expression du docteur Chevalier a montré une reconnaissance réfléchie. « J'ai déjà vu cela » a-t-elle murmuré plus pour elle-même que pour moi.
Émilie s'est agitée, ses yeux papillonnants. Voyant une étrangère à côté de son lit, elle a instinctivement cherché ma main. Bonjour, Émilie, a dit doucement le docteur Chevalier. Je suis le docteur Chevalier. Je suis ici pour t'aider à comprendre ce qui fait mal à ton ventre. Émilie l'a regardé avec prudence, mais a semblé rassurée par ma présence. Vous allez faire d'autres tests, a-t-elle demandé, sa voix petite. J'aimerais d'abord te poser quelques questions, si ça va, a dit le docteur Chevalier en tirant une chaise. Parfois, les indices les plus importants ne sont pas dans les tests, mais dans les histoires. Pendant l'heure suivante, le docteur Chevalier a parlé avec Émilie de sa vie quotidienne. Non seulement de ses symptômes, mais de choses ordinaires comme ce qu'elle mangeait, où elle jouait, comment elle passait ses journées. Contrairement aux examens précédents, elle semblait aussi intéressée par l'environnement familial d'Émilie que par sa condition médicale. Tu as mentionné avoir bu de l'eau après une grande inondation. C'est ça? Émilie a hoché la tête. La cave était pleine d'eau. Ça sentait très mauvais. Tati Eliane a fait bouillir l'eau, mais elle avait toujours un drôle de goût. Et la nourriture? As-tu déjà eu tellement faim que ton ventre te faisait mal? Parfois, a admis Émilie. Surtout quand les chèques de Tati Eliane n'arrivent pas, mais je ne lui dis jamais parce qu'elle devient triste. Le docteur Chevalier a hoché la tête pensivement. Ton école fournit-elle le déjeuner? Oui, mais parfois les autres enfants prennent ma nourriture quand la maîtresse ne regarde pas. Chaque réponse semblait confirmer quelque chose pour le docteur Chevalier, dont les questions peignaient un tableau plus large que de simples symptômes médicaux, celui de la pauvreté, d'un logement insalubre, et de l'insécurité alimentaire. Plus tard dans le couloir, le docteur Chevalier a parlé doucement avec moi et le docteur Mercier. Nous regardons tout cela de travers, a-t-elle dit fermement. Les tests médicaux sont importants, mais ils ne nous donnent qu'une partie de l'histoire. Que voulez-vous dire, a demandé le docteur Mercier. Parfois, le diagnostic n'est pas seulement dans le corps, il est dans l'environnement, les circonstances sociales. Les yeux du docteur Chevalier étaient vifs de conviction. Il y a 30 ans, j'ai traité des enfants d'une région rurale qui présentaient des symptômes remarquablement similaires à ceux d'Émilie. Les tests standards n'ont rien révélé. Rien révélé de quoi, ai-je demandé. Une convergence parfaite de conditions. Une malnutrition chronique altérant la façon dont le corps traite les nutriments. Des infections parasitaires non traitées provenant d'eau contaminée. Des toxines environnementales provenant de logements insalubres. Elle a fait un geste vers la chambre d'Émilie. Avant de nous précipiter dans des procédures plus invasives, nous devons comprendre où vit cet enfant, à quoi elle est exposée quotidiennement. Le docteur Mercier semblait sceptique. Avec tout le respect que je vous dois, docteur Chevalier. Sa distension abdominale est sévère. Nous devons exclure. Je ne suggère pas d'abandonner les tests médicaux, a interrompu le docteur Chevalier. Je suggère d'élargir notre enquête. Cet enfant n'a pas développé ses symptômes dans le vide. J'ai senti une étincelle d'espoir. Alors que tout le monde se concentrait uniquement sur ce qui pouvait se trouver à l'intérieur du corps d'Émilie, le docteur Chevalier considérait l'enfant dans sa globalité, y compris le monde qu'il avait façonné. À ce moment-là, Nancy est apparue avec des nouvelles. Nous avons localisé les dossiers scolaires d'Émilie. J'ai une adresse mise à jour pour Tati Eliane, mais toujours aucune réponse à aucun numéro de téléphone. Les yeux du docteur Chevalier ont rencontré les miens. Je pense qu'il est temps de faire une visite à domicile, n'est-ce pas? Pendant que nous discutions des prochaines étapes, Émilie était assise dans son lit d'hôpital, faisant un autre dessin. Celui-ci montrait une petite fille debout entre une infirmière et un médecin âgé. Tous trois se tenaient la main sur un fond sombre d'ombres tourbillonnantes. En examinant une dernière fois les résultats préliminaires de la prise de sang, l'expression du docteur Chevalier est devenue sérieuse. Il y a un motif ici que je reconnais d'un cas il y a 30 ans. Nous devons agir vite. L'immeuble se dressait contre le ciel gris du matin. Sa peinture bleue était fanée et s'écaillait.
Nancy et moi avons suivi le chemin fissuré jusqu'à l'entrée où une serrure cassée pendait lâchement. Un 3e étage, appartement 3C, a confirmé Nancy, vérifiant ses notes alors que nous montions les escaliers. La cage d'escalier sentait le moisi et quelque chose d'autre, une odeur aigre qui faisait froncer le nez. Arrivée au 3e étage, une femme est sortie d'un appartement voisin, un tout petit juché sur sa hanche. « Vous cherchez Eliane ?» a-t-elle demandé, remarquant nos badges d'hôpital. Elle ne sera pas de retour avant la fin de son service de nettoyage du matin. Nous essayons de la joindre au sujet de sa nièce Émilie, ai-je expliqué. Elle est venue à l'hôpital hier soir. Les yeux de la femme se sont écarquillés. C'est son estomac? La pauvre a l'air d'avoir avalé un ballon de basket ces dernières semaines. Eliane était folle d'inquiétude, mais elle ne peut pas se permettre de manquer le travail. Savez-vous quand cela a commencé? A demandé Nancy. Après la grosse tempête du mois dernier. La moitié de l'immeuble a été inondée. Les égouts sont remontés dans la cave, les tuyaux ont éclaté. Le propriétaire a bricolé des réparations, mais n'a vraiment rien arrangé. Elle a déplacé son tout petit sur l'autre hanche. Eliane fait bouillir leur eau, mais qui sait ce qui a pu se glisser dans les tuyaux. Munis de la permission de la voisine de laisser un mot à Eliane, nous avons continué jusqu'à l'appartement 3C. La porte était verrouillée, mais la voisine nous a offert sa clé de rechange qu'Eliane lui avait confiée pour les urgences. À l'intérieur, l'appartement racontait sa propre histoire. Un matelas était posé à même le sol dans la petite chambre. Des dessins d'enfants soigneusement scotchés au mur au-dessus. L'évier de la cuisine contenait une casserole avec un résidu trouble, preuve d'eau bouillie, et le placard ne contenait que quelques paquets de nouilles instantanées et des crackers. Mais c'est la salle de bain qui m'a coupé le souffle. Une eau brunâtre s'écoulait lentement du robinet rouillé, et des moisissures sombres fleurissaient le long des bords de la baignoire. Dans la poubelle, il y avait plusieurs emballages vides de remèdes d'estomac en vente libre, qui n'étaient pas destinés aux enfants de l'âge d'Émilie. « Regardez ça » a appelé Nancy depuis la chambre. Elle tenait un cahier qu'elle avait trouvé sous l'oreiller d'Émilie. Page après page montrait des dessins du ventre d'Émilie grossissant, avec des créatures ondulantes se multipliant à l'intérieur. Les dernières pages étaient les plus troublantes. Émilie s'était dessinée dans un lit d'hôpital, son estomac énorme, avec quelque chose qui essayait de s'en libérer. Si ces dessins sont une sorte de ligne de temps, ai-je commencé. Nancy a hoché la tête d'un air sombre. Cela se développe depuis des semaines, pas des jours. Alors que nous continuions notre inspection, j'ai remarqué quelque chose d'étrange près de l'évier de la cuisine. Un bocal contenant un liquide trouble avec des herbes flottant dedans. Un remède maison? Peut-être, a suggéré Nancy, examinant le récipient non étiqueté. Avant que nous puissions enquêter davantage, on a frappé à la porte. C'était Madame Dubois, l'institutrice d'Émilie, qui avait entendu parler de la visite à l'hôpital par la voisine. Je m'inquiète pour Émilie depuis des mois, a-t-elle admis, le visage marqué par l'inquiétude. J'ai déposé un rapport auprès des services sociaux quand elle a commencé à venir à l'école affamée et à se plaindre de douleurs abdominales. Il ne s'est rien passé. Le rapport a été déposé, a demandé Nancy sèchement. Il y a 6 semaines. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter, mais... Madame Dubois a écarté les mains, impuissante. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil au dessin d'Émilie. La progression était claire, d'un léger inconfort à une peur accablante, à mesure que ce qui se passait à l'intérieur de son petit corps empirait. J'ai soigneusement plié le cahier et l'ai mis dans mon sac. Si ces dessins sont exacts, ai-je dit doucement. Cela a commencé des mois avant que quiconque ne s'en rende compte, et le temps nous manque. De retour à l'hôpital, l'état d'Émilie avait empiré. Son abdomen distendu semblait encore plus prononcé contre son corps menu, et elle gémit lorsque le docteur Mercier exerça une légère pression sur certaines zones lors de son examen. La douleur est plus localisée maintenant, m'a-t-il dit à mon retour, et sa température monte. J'ai partagé nos découvertes de la visite à l'appartement, l'eau contaminée, les moisissures, les remèdes maison, et surtout, la progression troublante des dessins d'Émilie.
Le docteur Chevalier a étudié le cahier avec une intense concentration, ses yeux expérimentés voyant des motifs là où d'autres les auraient manqués. Nous devons effectuer des tests plus spécialisés, a-t-elle conclu, et nous devrons peut-être la transférer à l'hôpital pour enfants de Millau. Ils ont des spécialistes en pédiatrie que nous n'avons pas ici. Mon cœur a fait un bond. Millau était à 80 km, et j'avais promis à Émilie que je ne la quitterais pas. Dehors, le ciel de l'après-midi s'assombrissait de façon inquiétante. Des alertes météorologiques retentissaient sur les téléphones du personnel. Alerte orage violent, risque d'inondation subite. Les mêmes conditions qui avaient contribué à la mystérieuse maladie d'Émilie revenaient avec force. Le docteur Mercier faisait face à un dilemme éthique, sans le consentement d'un tuteur, effectuer des procédures diagnostiques plus invasives était problématique. Pourtant, attendre pourrait permettre à l'état d'Émilie de se détériorer davantage. Nous devons prendre une décision, a-t-il dit, jetant un coup d'œil aux nuages d'orage qui s'amoncelaient dehors. Si ce système météorologique frappe comme prévu, la transférer plus tard pourrait être impossible. Comme sur commande, les premières grosses gouttes de pluie ont commencé à frapper les fenêtres. La tempête était arrivée. Je me suis assise avec Émilie, qui dessinait à nouveau. Cette fois, des images de nuages sombres et d'eau inondant son immeuble. « Il pleut encore ?» a demandé Émilie, entendant les gouttes frapper la fenêtre. « Oui, mais tu es en sécurité ici », l'ai-je rassuré. « L'hôpital est en hauteur, pas comme ton appartement. » Les yeux bleus d'Émilie se sont obscurcis d'inquiétude. « Mais Tati Eliane ? Elle pourrait encore être mouillée. La dernière fois, elle est tombée malade après l'inondation. » Une infirmière est apparue à la porte. « Charlotte, on vous appelle au poste. » C'est Eliane Lefebvre. Mon cœur a bondi. Enfin. La connexion était statique, mais la panique d'Eliane était clairement audible. « Et Émilie va bien ? Je viens d'avoir le message. J'ai fait des doubles équipes. Mon téléphone est tombé en panne. Émilie est ici et elle est prise en charge, l'ai-je rassuré. Mais elle est assez malade et nous avons besoin de votre consentement pour des tests supplémentaires. J'essaie d'arriver. » La voix d'Eliane crépita. « Mais je suis bloqué à Millau. Les routes sont inondées et ils ont fermé les voies. Le bus ne peut pas passer. » J'ai expliqué l'état d'Émilie aussi clairement que possible malgré la connexion qui se détériorait. « Faites tout ce que vous avez à faire, » a dit Eliane, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, aidez-la. J'aurais dû l'amener plus tôt, mais sans mutuelle. » La ligne est morte alors que le tonnerre grondait au-dessus. Les lumières de l'hôpital ont vacillé un instant. Au bout du couloir, quelqu'un a crié que les générateurs de secours étaient en veille. Je suis retourné dans la chambre d'Émilie pour trouver le docteur Chevalier et le docteur Mercier en pleine discussion. « Nous ne pouvons pas attendre, » disait le docteur Mercier. Un temps d'accumulation de liquide exerce une pression sur ses organes internes. Nous devons la drainer maintenant. Le docteur Chevalier a hoché la tête solennellement. J'ai vu ce qui arrive quand nous attendons trop longtemps avec ces cas. Émilie a regardé d'un visage inquiet à l'autre, sa petite main serrant son dernier dessin. « Vous allez réparer mon ventre maintenant ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. Le docteur Mercier s'est agenouillé à côté de son lit. « Nous allons essayer, Émilie, mais je ne vais pas te mentir. La procédure pourrait être inconfortable. » Le menton d'Émilie a tremblé, mais elle a hoché la tête avec courage. « Charlotte restera avec moi. Chaque seconde, ai-je promis, lui prenant la main. » Alors que l'équipe médicale se préparait pour la procédure, la tempête à l'extérieur s'est intensifiée. La pluie fouettait les fenêtres et le tonnerre secouait le bâtiment. L'hôpital semblait être une île dans la tempête. Tout comme Émilie avait été une île de souffrance que personne n'avait remarquée. Le téléphone du poste des infirmières a sonné à nouveau. Quand j'ai répondu, la voix d'Eliane m'est parvenue, hachée par les parasites. « Ne faites rien avant que j'arrive. La dernière fois que c'est arrivé dans notre famille, nous avons failli perdre l'enfant. La ligne est morte avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire.
La tempête faisait rage dehors, faisant écho au tumulte dans mon cœur. Je me suis tenu près de la fenêtre dans le couloir de l'hôpital, regardant les éclairs fendre le ciel assombri. Dans ma main, je tenais une petite photographie que je gardais dans mon portefeuille. Une jeune Charlotte, le bras autour d'une petite fille avec le même sourire chaleureux. Sarah. Ma sœur. Partie il y a 20 ans maintenant, d'une maladie rare qui avait mis trop de temps à être diagnostiquée. Les parallèles avec le cas d'Émilie ne m'échappaient pas, les mêmes retards institutionnels, le même rejet initial des symptômes, le même temps précieux perdu pendant qu'un enfant souffrait. L'infirmière Dubois. La voix douce du docteur Chevalier m'a tiré de mes souvenirs. Vous allez bien? J'ai rapidement rangé la photo. Oui, je réfléchissais juste. Les yeux du docteur Chevalier, pleins de sagesse, ont suggéré qu'elle comprenait plus que ce que j'avais dit. Le docteur Mercier se prépare pour la procédure. Nous avons stabilisé la fièvre d'Émilie pour l'instant. J'ai hoché la tête, puis j'ai hésité. Docteur Chevalier. Eliane a dit quelque chose de troublant au téléphone. Elle a mentionné que cela s'était déjà produit dans leur famille. Qu'a-t-elle dit exactement? Qu'ils ont failli perdre l'enfant la dernière fois. Puis l'appel a été coupé. Le front du docteur Chevalier s'est plissé. Cela pourrait être significatif. Les antécédents médicaux familiaux pourraient être la pièce manquante. Nous sommes retournés ensemble dans la chambre d'Émilie. La petite fille était assise dans son lit, buvant de l'eau à la paille. Malgré son inconfort, elle a réussi à esquisser un petit sourire en me voyant. J'ai fait un autre dessin, a-t-elle dit, brandissant sa dernière création. Il montrait Charlotte se tenant protectrice à côté de son lit, tandis que des formes sombres se cachaient à l'extérieur de la fenêtre. C'est magnifique, Émilie, ai-je dit, m'asseyant à côté d'elle. Puis-je te demander quelque chose d'important? Est-ce que quelqu'un d'autre dans ta famille a déjà eu un ventre comme le tien? Émilie a hoché la tête, les yeux écarquillés. Ma cousine Jessie. J'ai entendu Tati Eliane en parler au téléphone. Elle a dit que Jessie avait eu besoin d'une sage-femme très vite. Parce que quelque chose grandissait en elle aussi. Le docteur Chevalier et moi avons échangé un regard point. Et Jessie va bien maintenant, a demandé le docteur Chevalier avec prudence point. Je crois que oui. Elle vit loin. Tati Eliane a dit qu'ils avaient dû appeler un médecin spécial, mais que c'était presque trop tard. Le visage d'Émilie s'est soudainement froissé. Est-ce que c'est trop tard pour moi? Non, ma chérie, l'ai-je assuré, lui serrant la main. Nous allons t'aider. Je te le promets. Quand Émilie s'est assoupie, le docteur Chevalier m'a fait signe de la suivre dans le couloir. Je crois que je comprends maintenant, a-t-elle dit doucement. Émilie a entendu des conversations d'adultes sur la grossesse, sur sa cousine ayant besoin d'une sage-femme, et elle a appliqué ce cadre à ses propres symptômes, un abdomen gonflé, un mouvement à l'intérieur. Pour une enfant de 6 ans sans contexte, les parallèles sembleraient évidents. Donc, quand elle est arrivée en demandant une sage-femme, elle répétait ce qu'elle avait entendu sans comprendre ce que cela signifiait, a conclu le docteur Chevalier, ce qui explique aussi pourquoi elle était si terrifiée. Elle croit qu'elle a un bébé à l'intérieur d'elle, tout comme sa cousine. J'ai ressenti une vague de compassion. Pauvre Émilie. Tout ce temps, elle avait essayé de dire aux adultes ce qui n'allait pas en utilisant le seul cadre qu'elle comprenait. Une infirmière s'est précipitée vers nous. Émilie est réveillée et en détresse, a-t-elle rapporté d'urgence. Là elle dit que le mouvement est pire. Nous nous sommes précipités pour trouver Émilie recroquevillée de douleur, les larmes coulant sur son visage. Ça bouge beaucoup, a-t-elle pleuré. Je crois que ça essaie de sortir. Le docteur Mercier est entré rapidement, évaluant ses signes vitaux. Nous devons procéder au drainage du liquide maintenant. Nous ne pouvons plus attendre. Alors que l'équipe se préparait, j'ai tenu la main d'Émilie et lui ai parlé doucement, expliquant chaque étape en termes simples. Mais à l'intérieur, ma confiance vacillait. Et si nous manquions encore quelque chose? Et si cette procédure n'était pas suffisante?
Le docteur Chevalier a semblé lire dans mes pensées. Elle a posé une main sur mon épaule, son toucher rassurant. Votre sœur n'avait pas quelqu'un pour se battre pour elle comme vous vous battez pour Émilie, a-t-elle dit doucement. Cela fait toute la différence. Surprise, j'ai levé les yeux. Ah, comment saviez-vous? Je reconnais le regard, a dit simplement le docteur Chevalier. J'ai aussi perdu quelqu'un, en ne sachant pas quoi chercher. C'est pourquoi je suis devenu le médecin que je suis. Ses yeux ont tenu les miens fermement. Mais nous ne perdrons pas Émilie. Pas aujourd'hui. Alors que l'équipe médicale s'activait autour de nous, Émilie a serré ma main et a chuchoté. J'ai peur que la chose à l'intérieur de moi ne sorte maintenant. Si quelque chose sort, ai-je promis, ce sera ce qui te rend malade, et ensuite tu commenceras à te sentir mieux. Le tonnerre a grondé dehors et les lumières de l'hôpital ont vacillé à nouveau, projetant des ombres momentanées dans la pièce. Dans cette brève obscurité, j'ai fait un vœu silencieux. L'histoire ne se répéterait pas à ce point et la procédure de drainage du liquide de l'abdomen d'Émilie avait apporté un soulagement temporaire, mais ses analyses de sang ont révélé de nouvelles informations alarmantes, anémie sévère, taux de protéines dangereusement bas et des motifs inhabituels qui ont dérouté même le docteur Mercier. Ces résultats ne correspondent à aucun diagnostic unique, a-t-il admis, examinant les dernières analyses. C'est comme si son corps menait plusieurs batailles à la fois. Le docteur Chevalier a étudié les chiffres, les yeux plissés. La combinaison de marqueurs inflammatoires et de ces anticorps inhabituels. J'ai déjà vu ce schéma, mais pas dans la pratique médicale courante. Avant qu'elle ne puisse élaborer, une agitation a éclaté dans le hall de l'hôpital. La voix d'une femme s'élevait au-dessus du grondement de la tempête, désespérée et insistante. Je dois voir Émilie Lefebvre. Je suis sa tante, sa tutrice. Je me suis précipité vers le son et j'ai trouvé une femme trempée par la pluie au comptoir de la réception. Ses vêtements étaient usés mais propres, ses mains brutes et gercées par le travail acharné. Bien qu'elle n'ait pas plus de 35 ans, l'épuisement avait creusé de profondes rides autour de ses yeux. Éliane Lefebvre, ai-je demandé point et la femme s'est tournée, le soulagement inondant son visage. Oui. Comment va Émilie? Est-ce qu'elle va bien? Je suis Charlotte, l'infirmière qui s'est occupée d'elle. Elle est stable pour l'instant. Comment êtes-vous arrivé ici malgré la tempête? 3 bus, puis j'ai marché les 3 derniers kilomètres quand les routes ont été inondées. La voix d'Éliane se brisa. Je ne pouvais plus attendre. Je l'ai conduite vers un coin tranquille de la salle d'attente, remarquant la boue sur les chaussures usées d'Éliane et la façon dont son uniforme, portant le logo d'un service de nettoyage local, était encore humide de la pluie. Au lieu de l'accuser, j'ai choisi la compassion. Émilie nous a parlé de la maison, des inondations dans votre immeuble et des problèmes d'eau. Les épaules d'Éliane se sont affaissées. J'ai tellement essayé, mais tout va de travers depuis que ma sœur est morte et que j'ai pris Émilie en charge. J'ai perdu ma mutuelle quand mes heures ont été réduites. Ensuite, l'immeuble a été inondé et le propriétaire n'a presque rien réparé. Sa voix est tombée dans un murmure. J'ai fait bouillir l'eau comme ils l'ont dit, mais le ventre d'Émilie n'arrêtait pas de grossir. J'ai économisé pour une visite chez le médecin, en faisant des heures supplémentaires. Mais ensuite, elle a fouillé dans son sac d'une main tremblante et a sorti un petit paquet enveloppé dans un tissu. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petits sachets de nouilles instantanées, quelques crackers et une poignée de sachets de ketchup d'un restaurant rapide. C'est ce dont nous vivons cette semaine, a-t-elle admis, les yeux baissés. Les aides alimentaires ne suffisent pas jusqu'à la fin du mois. Au lieu de juger, j'ai ressenti une vague de compréhension. Éliane n'était pas négligente. Elle se noyait dans un système qui l'avait laissé tomber à chaque tournant. Le docteur Chevalier nous a rejointes, se présentant doucement à Éliane. Émilie a mentionné que votre famille avait déjà eu une situation médicale similaire. Pouvez-vous nous en parler? Éliane a hoché la tête avec lassitude. Ma cousine Jessie, il y a 2 ans, elle a eu les mêmes symptômes. Ventre gonflé, sensation de mouvement à l'intérieur. Au moment où ils ont compris ce qui n'allait pas,
elle a failli mourir. C'était une sorte d'infection parasitaire combinée à une malnutrition sévère. Ils ont dit que ça avait créé la tempête parfaite dans son corps. Les yeux du docteur Chevalier se sont éclairés de reconnaissance. Où était-ce? Le département du Val-de-Loire. À environ 130 km à l'ouest. Le même complexe d'appartements, en fait. Nous avons toutes les deux fini là parce que c'est le seul endroit qui ne vérifie pas le crédit. Le docteur Chevalier a échangé un regard significatif avec moi. La pièce manquante du puzzle, a-t-elle murmuré. Ils ont emmené Eliane dans la chambre d'Émilie, où la petite fille dormait par intermittence. À la vue de l'abdomen distendu de sa nièce, le calme d'Eliane s'est finalement brisé. Des larmes silencieuses ont coulé sur ses joues alors qu'elle caressait doucement les cheveux d'Émilie sur son front. J'ai tellement essayé, a-t-elle chuchoté. Vraiment. Émilie s'est agitée à son toucher, ses yeux papillonnants. Tati Eliane. Un sourire a transformé son visage fatigué. Tu es venu. Alors qu'elle s'étreignait, le docteur Mercier est arrivé avec un spécialiste que je n'avais jamais vu auparavant. Un homme aux yeux bienveillants et à l'accent indien. C'est le docteur Singh, a expliqué le docteur Mercier. Il est spécialisé dans les maladies tropicales et parasitaires. Le docteur Singh a examiné le dossier d'Émilie, puis a examiné les échantillons au microscope. Son expression est devenue de plus en plus grave. Quand il a finalement levé les yeux, sa voix était urgente. Je dois voir cette patiente immédiatement. Ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas une seule condition. C'est une interaction complexe d'infections parasitaires, de malnutrition sévère et de toxicité environnementale. Et si j'ai raison, nous n'avons plus beaucoup de temps. Mes chers auditeurs des Voix du Cœur, si vous écoutez encore, aidez-moi en commentant le chiffre ainsi dessous, pour que je sache que j'ai encore des compagnons de route dans ce voyage. Votre présence est ma plus grande source d'encouragement pour raconter la dernière partie, où les dernières pièces du puzzle se mettront en place, et la vérité sera pleinement révélée. Merci de votre écoute, et d'avoir fait partie de cette histoire. Et la nouvelle du cas inhabituel d'Émilie s'est répandue à l'hôpital Sainte-Marguerite comme des ondes dans un étang. Au matin, la tempête était passée, laissant des flaques dans le parking qui reflétaient le ciel clair. Mais à l'intérieur de l'hôpital, une autre sorte de tempête se préparait. Je suis arrivé pour mon service pour trouver un reporter local tentant d'amadouer la réceptionniste. J'ai juste besoin d'une déclaration sur la fillette de 6 ans qui est arrivée seule, disait-il. Des sources disent que son état est assez inhabituel. Le directeur de l'hôpital, Monsieur Dupré, a intercepté le reporter avec une efficacité rodée. Nous ne commentons pas les cas de patients, surtout ceux impliquant des mineurs, a-t-il dit en douceur, le raccompagnant vers la sortie. Mais une fois le reporter parti, l'attitude cordiale de Monsieur Dupré a changé. Je l'ai entendu parler au docteur Mercier à voix basse et pressante. Se cassant la responsabilité à plein nez, a-t-il dit. Les services de protection de l'enfance auraient dû être appelés immédiatement. Et ces tests spécialisés que le docteur Chevalier et le docteur Singh ordonnent. Les coûts sont exorbitants et sans mutuelle confirmée. Avec tout le respect que je vous dois, a interrompu le docteur Mercier. La vie de cet enfant est en jeu, et la réputation de l'hôpital pourrait l'être aussi, a rétorqué Monsieur Dupré. Si nous sommes perçus comme favorisant la négligence en ne signalant pas. Je n'ai pas pu écouter silencieusement plus longtemps. Ce n'est pas de la négligence, ai-je interjeté, m'avançant. C'est la pauvreté. Il y a une différence. Monsieur Dupré m'a regardé froidement. L'infirmière Dubois, je comprends que vous soyez personnellement investi dans ce cas. Je me suis investi dans la qualité des soins, les jeux corrigés. Et si vous aviez vu où vit Émilie, les conditions qui ont contribué à sa maladie, vous comprendriez qu'il ne s'agit pas d'attribuer des blâmes. Avant que Monsieur Dupré ne puisse répondre, le docteur Chevalier a contourné le coin, sa présence autoritaire commandant l'attention malgré sa petite taille. Monsieur Dupré, je viens de recevoir la confirmation du service de santé de Millau. Il y a 2 ans, ils ont eu un foyer de cas similaire,
tous des enfants du même complexe d'appartements où vit Émilie. L'immeuble a un historique de remontée d'égouts, d'eau contaminée et de remédiations inadéquates. L'expression de Monsieur Dupré a oscillé entre l'inquiétude et le calcul. Cela change considérablement le discours. Il ne s'agit pas de discours, a dit fermement le docteur Chevalier. Il s'agit d'un enfant gravement malade à cause de défaillances systémiques en matière de logement, d'accès aux soins de santé et de soutien social. Alors que leur débat continuait, j'ai remarqué une femme qui se tenait à proximité, une petite silhouette avec des yeux observateurs d'institutrice et un dossier glissé sous le bras. Madame Dubois. J'ai reconnu l'institutrice d'Émilie d'après notre visite à l'appartement. Je suis venue dès la sortie de l'école, a-t-elle expliqué. J'ai apporté les devoirs d'Émilie des derniers mois. Je pensais que cela pourrait t'aider d'une manière ou d'une autre. Elle a baissé la voix. Et j'ai apporté des copies de tous les rapports que j'ai déposés, ceux qui se sont soi-disant perdus dans le système. J'ai présenté Madame Dubois au docteur Chevalier, qui a immédiatement reconnu la valeur de cette nouvelle alliée. Les performances scolaires d'Émilie pourraient montrer quand ces symptômes ont commencé à affecter son fonctionnement quotidien, a-t-elle noté, examinant les papiers. Madame Dubois a hoché la tête avec enthousiasme. C'est exactement pourquoi je les ai apportés. Regardez ici. Elle a désigné une série de dessins datant de 2 mois plus tôt. L'art d'Émilie était normal au début de l'année scolaire. Puis elle a commencé à se dessiner avec un grand cercle pour le ventre, et les cercles n'arrêtaient pas de grossir. Le docteur Chevalier a étudié la progression avec un vif intérêt. Cela pourrait établir une chronologie de la durée de développement de l'infection. Pendant ce temps, Nancy avait enquêté sur l'historique de l'immeuble. Elle les a rejoints avec son propre dossier de documents. Ce bâtiment a eu 7 violations de code au cours de la seule année dernière, toutes liées à la plomberie et à la qualité de l'eau. Le propriétaire a été sommé de faire des réparations, mais les inspecteurs municipaux n'ont jamais fait de suivi. Alors que notre réunion impromptue se poursuivait, j'ai remarqué la division croissante parmi le personnel de l'hôpital. Certains considéraient le cas d'Émilie comme un problème potentiel, une situation de négligence qui pourrait attirer une attention négative. D'autres le voyaient comme moi, un enfant pris dans des circonstances indépendantes de sa volonté, laissé pour compte par de multiples systèmes qui auraient dû la protéger. Le docteur Singh est sorti du laboratoire, son expression grave alors qu'il demandait une réunion urgente avec toute l'équipe médicale. Les analyses sont terminées, a-t-il annoncé lorsque nous nous sommes réunis dans la salle de conférence. Et j'ai bien peur que nous soyons confrontés à quelque chose de plus complexe que ce que nous avions initialement suspecté. Il a placé plusieurs lames sur la table lumineuse, révélant des images microscopiques qui ont fait se pencher même les médecins expérimentés avec inquiétude. Le système d'Émilie a été compromis non pas par un, mais par de multiples organismes parasitaires, probablement issus de l'eau contaminée après l'inondation. Combinés à de graves carences nutritionnelles et à d'éventuelles toxines environnementales, ils ont créé une véritable symphonie de malheurs, infections, inflammations et rétention d'eau. La pièce est devenue silencieuse alors que les implications s'imposaient. Ce n'était plus seulement un mystère médical. C'était une course contre la montre. Le plan de traitement du docteur Singh a été mis en œuvre immédiatement. Émilie a commencé à recevoir des médicaments pour combattre les infections parasitaires, ainsi que des suppléments nutritionnels soigneusement calibrés pour corriger ces graves carences. Nous menons une guerre sur plusieurs fronts, a-t-il expliqué à Eliane et à moi. Les parasites ont provoqué une inflammation qui a déclenché la rétention d'eau. Pendant ce temps, la malnutrition a affaibli la capacité de son système immunitaire à riposter. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Émilie à l'hôpital, il y avait un optimisme prudent. Au 3e jour de traitement, sa fièvre avait diminué et le gonflement de son abdomen montrait des signes de réduction. Le médicament semble fonctionner, a noté le docteur Mercier lors des rondes du matin, examinant doucement le ventre d'Émilie. Il y a nettement moins de distension aujourd'hui. Émilie, bien qu'encore fatiguée, avait plus d'énergie qu'auparavant. Ses dessins ont commencé à changer. Moins de monstres dans son ventre, plus de photos du personnel de l'hôpital qui étaient devenus ses champions.
Elle aimait particulièrement me dessiner, Charlotte, avec ce qu'elle appelait des « ailes d'infirmière super-héroïne ». À la fin de la semaine, l'état d'Émilie semblait s'améliorer constamment. Ses analyses de sang montraient une diminution des marqueurs d'inflammation, et les images échographiques confirmaient que le liquide dans son abdomen diminuait enfin. Le personnel de l'hôpital a commencé à se détendre. Même M. Dupré semblait satisfait, commentant que le cas d'Émilie pourrait finalement devenir une « belle histoire sur la santé communautaire ». Le docteur Chevalier, cependant, restait prudemment réservé. « J'ai vu des cas comme celui-ci prendre des virages inattendus », a-t-elle averti. « Ne déclarons pas victoire trop tôt. » L'équipe médicale s'est rassemblée dans la salle de conférence, les visages fatigués illuminés par les lumières fluorescentes crues. Le docteur Chevalier a étalé de vieilles revues médicales et des imprimés sur la table, son énergie démentant leur tardive. Il y a 30 ans, j'ai traité un foyer de cas similaires chez des enfants qui présentaient des symptômes presque identiques, a-t-elle expliqué, désignant des photographies jaunies d'enfants avec un abdomen distendu. Nous avons initialement manqué le diagnostic parce que nous recherchions une cause unique, mais c'était en fait une convergence parfaite de multiples facteurs agissant ensemble. Le docteur Singh s'est penché en avant, examinant les vieux dossiers avec un intérêt croissant. Un effet synergique ? Exactement, a hoché la tête le docteur Chevalier. Dans le cas d'Émilie, nous avons une malnutrition sévère altérant la façon dont son corps retient les liquides. Nous avons de multiples infections parasitaires provenant d'eau contaminée après l'inondation, et nous avons des toxines environnementales dues aux moisissures et autres contaminants dans un logement insalubre. Elle a tourné une autre page montrant des résultats de laboratoire. Mais il y a un quatrième facteur que nous avons manqué. Une condition génétique rare affectant la réponse du système lymphatique à l'inflammation. C'est ce qui explique pourquoi le liquide continue de se réaccumuler malgré nos traitements. Le docteur Mercier a étudié les vieilles notes de cas. Les enfants de vos cas précédents se sont-ils rétablis? Oui, mais seulement après que nous ayons traité tous les facteurs simultanément. Traiter uniquement les parasites ou uniquement la malnutrition n'était pas suffisant. Pendant que les médecins discutaient des modifications du traitement, mon esprit a erré vers des souvenirs d'Émilie dans des moments plus heureux. Son visage s'illuminant quand je lui apportais des crayons de couleur. Son plaisir à goûter des fruits frais, sa résilience malgré tout ce qu'elle avait enduré. À travers de rapides flashbacks, nous avons entrevu la vie d'Émilie avant l'hospitalisation, partageant un maigre repas avec sa tante, s'endormant sur son matelas mince en serrant sa poupée, faisant des dessins à l'école pendant que d'autres enfants jouaient dehors. De petits moments qui révélaient à la fois la difficulté et l'amour. Nous devrons adapter notre approche, disait le docteur Singh. Changer les médicaments antiparasitaires, ajouter un soutien lymphatique et traiter les carences nutritionnelles plus agressivement. Le docteur Chevalier a hoché la tête. Et nous avons besoin de tests spécifiques pour confirmer la composante génétique. Sans cette pièce, nous ne faisons que deviner. L'équipe s'est dispersée pour mettre en œuvre le nouveau plan, un sens renouvelé de l'objectif dans leur mouvement. Je suis retourné au chevet d'Émilie, où Eliane s'était endormie, tenant la main de sa nièce. Émilie s'est agitée lorsque j'ai vérifié ses signes vitaux. « C'est déjà le matin ?» a-t-elle demandé d'une voix endormie. Presque, ai-je souri. Et le docteur Chevalier pense avoir trouvé comment aider ton ventre à aller mieux. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Vraiment? Plus de choses qui bougent? C'est le plan. Alors que l'aube se levait, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre, les premiers résultats des nouveaux tests ont commencé à arriver. Le docteur Singh les a examinés avec un enthousiasme croissant. Le docteur Chevalier avait raison, a-t-il confirmé. Cela explique presque tout ce que nous voyons, mais il y a encore quelque chose dans ces motifs que je n'arrive pas tout à fait à identifier, quelque chose qui crée cette formation inhabituelle. La pièce manquante du puzzle restait insaisissable. Mais pour la première fois depuis des jours, nous avions une direction claire, et avec elle, une étincelle d'espoir authentique. Cet espoir a été confirmé lorsque je suis retourné dans la chambre d'Émilie, et que j'ai trouvé Eliane à ses côtés, ses yeux rivés sur le sac à dos d'Émilie. Elle a doucement sorti le petit bocal que j'avais déjà remarqué.
Et Émilie, qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, sa voix empreinte de douceur. C'est la potion spéciale de Tati Eliane, a expliqué Émilie innocemment. Quand mon ventre a commencé à faire mal, elle m'en donnait chaque soir. Ça avait un goût bizarre, mais elle disait que ça allait nettoyer l'intérieur. J'ai soigneusement mis le bocal en sécurité et j'ai immédiatement cherché le docteur Singh. Je crois que j'ai trouvé notre pièce manquante, ai-je dit, plaçant le bocal sur son bureau. Le docteur Singh a examiné le contenu, son expression devenant de plus en plus alarmée. Ceci contient des herbes qui pourraient interagir avec l'état d'Émilie, potentiellement nourrir l'infection parasitaire tout en masquant les symptômes. Il a levé les yeux vers moi. Cela pourrait être le catalyseur que nous recherchions. Alors que nous nous précipitions pour partager cette découverte avec l'équipe, j'ai ressenti une montée d'espoir. Nous voyons enfin l'image complète. Chaque facteur qui avait créé la tempête parfaite de la maladie d'Émilie. Et avec cette compréhension est venu le pouvoir de l'aider vraiment à guérir. Le docteur Chevalier et le docteur Singh ont travaillé tard dans la nuit pour finaliser un protocole de traitement qui abordait chaque aspect de l'état d'Émilie, y compris les effets du remède à base de plantes. Le lendemain serait crucial, le jour où nous mettrions en œuvre le plan de traitement complet. Alors que je me préparais à partir pour la nuit, Émilie m'a rappelé. Charlotte, quand je serai guérie, tu seras toujours mon amie. La question, si simple et pourtant si profonde, m'a prise par surprise. Bien sûr que oui, Émilie. Toujours. Bien, a dit Émilie d'une voix endormie. Parce que j'ai dessiné quelque chose pour toi. Elle m'a tendu un papier soigneusement plié. Dessus, il y avait un dessin de Charlotte, du docteur Chevalier, du docteur Singh et de Tati Eliane, tous se tenant la main autour du lit d'Émilie avec le soleil traversant la fenêtre. Écrit avec l'écriture soignée d'un enfant, il y avait les mots « Mes gens qui écoutent ». Mes chers auditeurs, l'histoire de Charlotte Dubois et de la petite Émilie se termine ici. Que pensez-vous de la décision de Charlotte, de son choix de rester et de consacrer sa vie à cette nouvelle voie? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à ce dilemme entre une carrière prometteuse et un appel du cœur si puissant? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours, chaque mot, avec une attention particulière. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir sur le sens de l'écoute, sur la force de la compassion et sur ces vérités que la vie nous murmure parfois, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un qui, vous le sentez, sera également ému, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne pas manquer nos prochaines confidences. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être votre propre voix qui résonnera ici, portant un fragment de vie qui attend d'être entendu.